Christian Saint-Etienne, bonjour. Bonjour. Vous êtes économiste, titulaire de la chaire d'économie industrielle du Conservatoire national des arts et métiers, le CNAM, et vous venez nous voir parce que vous avez publié un livre, Osons l'Europe des nations, le défi du nouveau président, aux éditions de l'Observatoire. Alors dans ce livre, vous dressez notamment une critique de la politique européenne d'Emmanuel Macron, avec des points positifs et des points négatifs. Vous parlez notamment, en termes de points positifs, des 6 clés de la souveraineté selon Macron. Alors, le président reprend l'essentiel des domaines dans lesquels l'Europe doit progresser, sur la sécurité, l'innovation, les aspects militaires, la coopération avec l'Afrique. Donc, ce sont effectivement les bons sujets. Ce que l'on peut regretter, c'est qu'ils ne choisissent pas un angle d'attaque précis avec une hiérarchie d'objectifs stratégiques. Alors on peut évidemment dire c'était un discours prononcé en septembre dans une université juste avant les élections allemandes, donc il voulait plutôt peser sur les élections allemandes et pas forcément abattre toutes ses cartes. Mais enfin ça fait un peu discours fourre-tout, qui a d'ailleurs été un peu éreinté par Jean-Louis Bourlange, qui a été longtemps député européen et qui est maintenant député MoDem allié à Macron, comme un catalogue de mesures. Néanmoins, il y a effectivement l'ensemble des domaines qu'il faudra traiter un jour. Alors, ce qu'il manque aussi, en dehors de l'absence de hiérarchie entre les différents sujets qu'il faut traiter, c'est comment faire. Et c'est un point sur lequel moi je passe beaucoup de temps parce que le comment faire, notamment les aspects juridiques, sont clés pour réussir. Parce que vous dites que c'est assez insuffisant, notamment face à l'Allemagne. Oui. Alors, face à l'Allemagne, évidemment, la France se retrouve très affaiblie par la désindustrialisation massive qu'on subit depuis une vingtaine d'années, sur la base d'un diagnostic qui est faux, qui a été fait au milieu des années 90 par l'ensemble des élites françaises, pas seulement intellectuelles et politiques, mais aussi économiques. C'était l'idée qui prévalait à cette époque qu'on était entré dans un monde post-industriel, post-travail, et pour ce qui est de Paris, post-voiture. Tout ça est faux. Si vous regardez le post-industriel, en fait, c'est une erreur d'analyse stratégique absolument majeure. Dans les années 80-90, on n'est pas passé dans un monde post-industriel, on est passé de la deuxième à la troisième révolution industrielle, celle de l'économie, celle de l'informatique, de l'intégration de systèmes qui transforment complètement les systèmes de production et de distribution. Donc la France est complètement trompée et du coup, elle a quasiment laissé tomber une grande partie de son industrie. Il faut donc aussi, comme je le disais, rappeler que dans les milieux économiques, vous aviez des gens comme Serge Turuc, qui était le patron d'Alcatel-Alstom de l'époque, qui était le plus grand groupe industriel français et qui avait décrété dans les années 2000-2001 la fin des usines. De ce fait, il a totalement réussi puisqu'il a tué son groupe. Il reste plus que des petits morceaux. C'était l'équivalent de Samsung à l'époque, même plus puissant. Et aujourd'hui, Samsung est un leader mondial et nous n'avons plus rien. Donc, ça se traduit dans le déficit extérieur puisque nous avons une offre industrielle qui est très, très insuffisante. Donc, face à l'Allemagne, nous sommes en position de faiblesse. Donc nous devons accélérer les réformes de notre pays, mais surtout, face à l'Allemagne, il faut que nous ayons une proposition très claire d'évolution du projet européen pour que les Allemands s'intéressent à l'évolution stratégique qui est nécessaire. Il faut qu'on rentre dans une forme de négociation ou c'est vraiment proposition contre proposition? Alors, si vous voulez, l'originalité du propos dans le livre, c'est de dire qu'à 28, alors, d'autres l'ont dit, mais moi j'en tire des conséquences. À 28, on ne progressera pas. Ce qui est très significatif depuis 3 ans, c'est la montée d'un anti-européisme, en sentiment anti-européen en Europe centrale, les pays de Visegrad, la Pologne, la Hongrie, la Slovaquie, etc. Et donc, maintenant, la Tchéquie est également opposée. On voit un sentiment qui monte en Bulgarie contre l'Europe, alors que ces pays reçoivent des fonds structurels colossaux. Et donc,
objectivement, si on veut progresser, il faut, d'une certaine façon, traiter le problème fondamental qui est posé à l'Europe depuis 30 ans, c'est celui des objectifs. Il y a deux objectifs possibles de la construction européenne. L'objectif qui est poussé par le Royaume-Uni, qui était une Europe marché ouvert indéfiniment. On voulait faire rentrer l'Ukraine. À un moment donné, on avait même proposé qu'Israël et la Palestine rentrent dans l'Union européenne comme moyen de solution du conflit sur ces pays. Et à un moment donné, le Maroc a posé sa candidature. Et je ne crois pas qu'elle ait été retirée d'ailleurs. Et puis la Turquie même qui a posé sa candidature. Donc, si on veut aller dans la direction du marché unique, ouvert indéfiniment, pourquoi pas à l'ensemble de l'Afrique du Nord et jusqu'à la Russie, à ce moment-là, on ne peut pas continuer de poursuivre avec l'Union européenne le deuxième objectif, qui est de construire un acteur stratégique européen suffisamment puissant pour résister à la Chine et aux États-Unis dans la révolution du numérique et de l'informatique. Et donc, c'est d'ailleurs un sujet clé en mathématiques ou en théorie économique. On ne peut pas poursuivre deux objectifs avec un seul instrument. On a un instrument qui est l'Union européenne, on a deux objectifs qui est d'avoir un marché ouvert très largement et un deuxième objectif qui est de faire naître un acteur stratégique puissant. Donc, si on veut atteindre ces deux objectifs, il faut deux instruments. Et donc l'autre instrument, ce serait la culture, l'histoire européenne. Vous rappelez les Carolingiens. Voilà. Non, mais l'idée, c'est de partir d'un raisonnement qui serait partagé par la France et l'Allemagne, de faire naître cet acteur stratégique. À ce moment-là, une négociation doit s'ouvrir entre la France et l'Allemagne et le Benelux. Le Benelux étant le port de la France et de l'Allemagne. Le premier port français, c'est Anvers. Le premier port allemand, c'est Rotterdam. Donc, on a, avec ces 5 pays, un noyau dur homogène. Il faut se mettre autour d'une table pour se déterminer comment on peut faire émerger à partir de nous un acteur stratégique puissant dans le domaine de l'informatique, du numérique et de toutes les nouvelles technologies, les nanotechnologies, biotechnologies, technologies de l'information, tout ce qui est dans le cognitif, donc les fameuses BIC, et puis tout ce qui est voiture autonome, ainsi de suite. Donc il y a d'énormes investissements à mettre en œuvre, donc il faut qu'on se mette ensemble. Donc, je suis pas parti de la culture, je suis arrivé à la culture, c'était assez amusant comme démarche. Je suis parti de la nécessité de démarrer avec ces 5 pays. Pour des raisons stratégiques propres à la France, on ne peut pas laisser l'Italie, l'Espagne et le Portugal en dehors de ce noyau dur. Et pour des raisons propres à l'Allemagne, on ne peut pas laisser l'Autriche en dehors. Donc vous vous retrouvez avec un noyau dur de 9. Et l'idée, c'est que ce noyau dur, il doit être doté de capacités d'action. Donc un gouvernement économique propre à ces 9 pays, sachant que ce bloc n'est pas fermé, hein. Il est ouvert, mais simplement on pose des conditions pour y rentrer. Les 3 conditions, ça serait d'avoir un gouvernement économique, d'avoir un budget de ce noyau dur et surtout d'avoir une coordination fiscale et sociale. Je ne parle pas de faire une harmonisation parce que les taux de fiscalité sont assez différents, mais de faire des minima fiscaux et sociaux. Par exemple, dire pour toute la fiscalité de l'épargne et la fiscalité de l'impôt sur les sociétés, on pourrait se mettre d'accord pour dire qu'il ne faut pas tomber à moins de 20%. On resterait compétitif. Les Américains viennent de passer de 35 à 21%. Donc, alors, ce serait des minima. Si un pays veut être à 30 ou 40, il peut, mais on ne peut pas descendre en dessous de 20. Alors, il est clair que si la France, l'Allemagne et le noyau dur de 9 se mettaient d'accord sur ce niveau de 20% minimum pour la fiscalité de l'épargne et de manière plus générale la fiscalité du capital et la fiscalité de l'impôt sur les sociétés, ce noyau dur n'est pas fermé à l'Irlande, mais l'Irlande ne peut pas y rentrer avec un taux d'impôt sur les sociétés à 12,5. Voilà. Donc, ce noyau dur, d'ailleurs, si on arrivait à le créer, il attirerait certainement d'autres pays de la zone euro, sachant qu'une fois que ce noyau dur existe, à terme, on créerait un euro de ce noyau dur qui quitterait la zone euro. Donc je pense que ça inquiéterait suffisamment les autres pour qu'ils se disent restons dans ce noyau dur. Et à ce moment-là, on fait émerger l'Europe puissance dont nous avons impérativement besoin pour résister à la Chine et aux États-Unis dans la nouvelle révolution industrielle. Donc pour résumer, il faut marier une Europe du libre-échange à 27 avec un noyau dur social et fiscal notamment à 9. Exactement. Et d'ailleurs, si on faisait cette Europe à 27, il est vraisemblable que le Royaume-Uni pourrait faire un accord de libre-échange
échange avec cette Europe à 27 et qu'à ce moment-là, alors il est clair qu'actuellement, avec les traités de Maastricht et les traités ultérieurs, on a mis dans cette Union européenne des tas de sujets qui doivent en sortir. Donc il ne doit plus y avoir de volet de défense, il ne doit plus y avoir de volet de développement de l'innovation. Ceci doit être réservé au noyau dur. Et aujourd'hui, vous avez une trentaine d'actions de l'Union européenne. Elle doit revenir à 3 sujets principaux: le marché unique, le développement environnemental et le développement d'un univers démocratique. Bien, merci beaucoup, Christian Saint-Etienne. Et pour celles et ceux qui veulent aller plus loin, je rappelle la publication de votre ouvrage « Osons l'Europe des nations, le défi du nouveau président » aux éditions de l'Observatoire. Merci à vous. Merci.